Bonjour à tous, petite vidéo pour vous tourner un point lecture. Nous avons 8 livres à présenter. Oui, c'est énorme, on voit que j'ai pas fait beaucoup de vidéos. Premier roman, Le cœur des lyris de Catherine Loiseau aux éditions Voyelle. Je tiens à leur remercier d'avoir fait en sorte que je le reçoive en service presse. Je m'y attendais pas, c'était la bonne nouvelle du jour, j'étais en mode mais... Enfin bref. Tout ça pour dire que là on est dans de la science-fiction, d'habitude j'allais dans du steampunk, donc là un petit changement. La science-fiction et moi c'est encore une découverte, je suis pas encore très à l'aise avec ce genre là. Mais ici, je trouve que pour rentrer ceux qui sont pas habitués à la science-fiction ou qui ont un petit peu peur de ce genre, je trouve que c'est le roman idéal. C'est franchement une bonne mise en bouche, je trouve un bon moyen de découvrir le genre. Parce qu'ici on est dans une histoire... en fait, on est dans un... Enfin, de ce que j'ai compris, apparemment j'ai réussi, j'ai bon. En fait, on est dans un monde où la planète Terre n'existe plus, les humains vivent sur Mars, et sur la planète dans laquelle on est, j'ai oublié le nom de cette planète, les différentes espèces cohabitent ensemble. Il y a des humains, il y a d'autres espèces, je ne saurais plus vous dire exactement les noms, je les ai oubliés. Dont fait partie Rena. Donc Rena c'est elle. Elle est assistante archéologue, étudiante surtout. Et en fait elle va partir pour la première fois à une mission archéologique avec son mentor. Sauf que rien ne va se passer comme prévu. Déjà elle le sent pas parce que quand elle arrive là-bas, il y a un échange d'argent entre son mentor et un groupe d'individus. Et c'est pas légal. Elle sent que c'est pas légal ce qui est en train de se passer. Mais son mentor il faut comprendre c'est normal. Qu'elle n'aura pas le choix plus tard. Sauf qu'effectivement, ces individus ne sont pas des plus sympathiques, c'est des gangsters en fait. Et quand elle va faire une découverte en fait sur le lieu où elle se trouve. Et sauf que tout va s'écrouler sur elle et qu'un artefact va être implanté dans sa poitrine. Et que bah ils vont vouloir lui récupérer cet artefact, donc elle va se retrouver en danger. Et heureusement, il y a un prêtre errant qu'elle a croisé auparavant qui va lui venir en aide, Evald. Et j'ai beaucoup aimé les interactions entre les deux parce que Evald est quelqu'un de très maladroit, il n'a pas l'habitude de parler aux autres, d'être en société, on le sent. C'est un vrai solitaire, quoi. C'est le solitaire qu'on imagine, mais en plus doux, dans le sens où même quand les moments ils se montrent brutal, on sent que c'est pas l'intention qu'il a. Même elle le sent, enfin tout est écrit du point de vue de Rena, mais on le sent tout de suite et sans lui bah en fait elle serait morte depuis longtemps. Et ce que j'aime bien surtout c'est l'évolution mais très rapide de Rena parce qu'elle comprend très vite que elle n'a pas le choix que d'aller au-delà de ce qu'elle est pour s'en sortir. C'est quelqu'un qui a toujours été entouré, qui manque beaucoup de confiance en elle, qui doute beaucoup d'elle, et heureusement que ses sœurs lui ont appris certaines choses parce que sans ses sœurs elle s'en serait peut-être pas sortie non plus. Et en même temps, elle a ce pouvoir un peu atypique qui lui permet aussi de se sauver la mise. Et elle est surtout très intelligente. Et son intelligence va la sauver aussi. Et en fait, ce que j'ai bien aimé, c'est que déjà, vous avez la science-fiction par rapport aux différentes espèces, au fait qu'on est dans un monde futuriste où la planète Terre n'existe plus. Enfin, elle existe encore, mais il n'y a plus rien dessus. En fait, elle a été détruite. Les langues que l'on parle tous n'existent plus. Il reste... de par le passé, Rena pratique encore l'anglais, mais ça s'arrête là. Et il y a plein de choses comme ça que j'ai aimé, c'est qu'au final, le roman est peut-être court, mais il est foisonnant d'idées. Et il y a cette romance entre les deux, parce que oui, il y a une romance évidemment. Mais j'aime bien ce genre de romance où les choses ne sont pas évidentes. C'est pas genre, ah je t'aime, moi non plus, et puis finalement je t'aime. Non, c'est vraiment... ils ont besoin de s'adapter l'un à l'autre, et j'ai bien aimé le fait qu'ils soient si différents, viennent d'espèces différentes. Si j'aime pas le mot espèce, mais je préfère celui-là à celui qui me vient de l'autre qui me vienne bien à l'esprit. Je le trouve plus élégant. Je trouve que c'est bien que ça rentre pas en ligne de compte. Ce qui rentre en ligne de compte, c'est juste les personnalités qu'ils ont et leur vécu. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé. Et j'aime beaucoup Rena parce que en fait, elle aime pas l'artefact, elle s'en méfie, elle réagit comme beaucoup. Mais elle va finir par se dire, de toute façon, j'aurais pas le choix que de vivre avec, donc il faut que je le comprenne. Et l'archéologue en elle, en fait, elle est curieuse, elle est pleine de savoir, de connaissances, et on le sent, et ça bouillonne, et... Oh mon dieu, que c'était agréable comme lecture, j'ai beaucoup aimé. Alors, honnêtement,
c'est pas du niveau de ce que j'ai déjà lu de Catherine Loiseau pour moi, c'est pas le meilleur. Après les plus courts, en même temps, on est habitué à du Catherine Loiseau en version XXL, on va dire. Mais ouais, je trouve que c'est une bonne entrée en matière. Pour ceux qui hésiteraient à lire de la SF, je trouve que c'est vraiment un bon moyen de le découvrir. Donc n'hésitez pas. Ensuite, j'ai lu Les Fantômes du Nouveau Siècle, le tome 1 de Jean-Philippe Depotte. Ouais. Pour aux Saisons de l'étrange. Ça fait longtemps que je les ai, ces livres-là, des Saisons de l'étrange. C'est la première fois que j'en lis un, c'est le premier que j'ai lu. Et en fait, on suit dans un Paris de 1900, on suit Marie-Antoinette, qui est une arnaqueuse des Halles, qui a son franc-parler, bien comme on l'imagine, parisien d'époque. Et j'adore ça. Franchement, ce style-là, je l'ai découvert, c'est la première fois que j'en lis un comme ça. Mais qu'est-ce que ça rafraîchissant, ce style-là, le style direct ou... C'est pas grave si c'est pas dans un très très bon français, on s'en fout, parce que c'est Marie-Antoinette qui parle. D'ailleurs, j'ai rigolé parce que quand j'ai vu Marie-Antoinette, j'ai pensé à la reine Marie-Antoinette. Et en fait, c'est pas du tout la même personne, ça n'a rien à voir. Je pense que c'est une blague de l'auteur et ça se sent de toute façon. Et en fait, c'est la fille d'une poisse monumentale, mais qui sombre elle-même en plus dans ses problèmes. Et du coup, ça donne des situations tellement drôles et elle a son caractère, mais incroyable. C'est très rare que je vois une femme dans un roman avec ce type de caractère. Je me souviens pas de ça. Et en fait, elle va se retrouver... en fait, à cause de ces arnaques, il va y avoir un mort. Elle est convaincue qu'elle n'y est pour rien. Et du coup, elle va se dire, je vais me faire engager dans la maison en question. Et comme ça, je vais pouvoir trouver qui est le coupable. Sauf que comme tout le monde sait que c'est elle qui a fabriqué... En fait, c'est une soupe qui a empoisonné le gars en question. Et comme c'est elle qui a fabriqué la soupe, mais elle avait goûté et elle n'est pas morte, donc elle sait que c'est pas elle. Mais tout le monde va la considérer comme coupable. Et en fait, elle apprend tellement vite tout ce qui est arnaque, pour embrouiller les gens, pour les manipuler. Elle apprend tellement vite, même les trucs qu'elle connaît pas. Du coup, elle va réussir à s'engouffrer là-dedans. Et... comment dire ça ? Elle va se retrouver à devoir servir à un japonais. Qui, on comprend dès le début, c'est d'ailleurs par son biais qu'on rentre dans l'histoire. On comprend qu'il doit, y a un truc avec les fantômes, un esprit qu'il doit libérer, mais pas au Japon, il faut qu'il aille ailleurs. Donc on retrouve au moment où Marie-Antoinette va devoir s'occuper de lui. Donc elle va devoir découvrir, apprendre à une vitesse éclair, tout ce qui se passe au Japon en termes de protocole, le silence, les pièces épurées, ce genre de choses. Enfin, des trucs qu'elle connaît pas du tout, qui ne sont pas du tout dans son caractère. Elle est plutôt du bourrin et rentre dedans. Et elle se retrouve face à un japonais où les gestes doivent être très loin, elle doit être assise dans un coin de la pièce, se taire, ne jamais prononcer un mot, ne peut pas poser de questions, faire juste ce qu'on lui dit, ce qui n'est pas dans ses habitudes. Et en fait, ce monsieur a compris très vite qui elle était et il le sait très bien. Et justement, leur caractère tellement opposé, le choc de culture est tellement énorme, ça donne un truc génial. L'enquête, si on peut appeler ça une enquête, parce que la bracadabrante, j'ai adoré aussi. Et j'ai bien aimé que l'auteur se raccroche aussi à certains faits historiques, puisque l'exposition universelle, il y a un bâtiment dont il parle, qui a réellement existé. Il parle aussi de l'incendie du bazar de la Charité dedans. Il a mis quelques pages à la fin montrant qu'il a fait des recherches aussi, et j'aime beaucoup quand les auteurs font ça en fait. Je trouve ça hyper intéressant, et ça permet de voir sur quoi il s'est basé, comment lui sont venues les idées, comment il les a travaillées aussi. Et ça donne un roman juste génial. Voilà. Voilà, la gouaille parisienne, c'est ça. J'aurais pas trouvé mieux comme mot. C'est juste, voilà, lisez parce que si vous voulez un truc fun, un peu abracadabrantesque, et faut vous éclater, enfin, c'est le truc qu'il faut lire. Et puis c'est bien écrit, honnêtement. Et les personnages sont hyper forts. C'est ça aussi que j'aime beaucoup. J'ai aussi lu Moi, les hommes, je les déteste de Pauline Armange aux éditions du Seuil. Très court. Et honnêtement, ça m'a fait du bien. Mais qu'est-ce que ça fait du bien ce livre? Alors j'entends déjà ceux qui sont contre le féminisme, voilà, ou ceux qui ont... Je sais qu'elle a fait beaucoup parler parce qu'il y a des gens qui sont pas tout à fait d'accord avec ce qu'elle a écrit. J'admets que le dernier chapitre, là j'étais pas d'accord. Pour moi c'est un sujet qui doit... Je vais pas dire qu'il doit pas rentrer dans la politique, mais... Pour moi le féminisme c'est quelque chose qui est naturel, qui devrait même pas... On devrait juste prôner l'égalité homme-femme et ça s'arrête là. Point final. Sauf que l'autrice, dans le dernier chapitre, elle politise les choses et c'est là où moi
je tique un peu. Sur le reste, j'adore. J'adore parce qu'elle a un franc-parler, on sent qu'elle parle aussi de ce qu'elle a vécu. Et ce que j'ai bien aimé aussi, c'est qu'à un moment donné, elle parle de son mari. Donc elle appelle peut-être ça, moi les hommes je les déteste, mais en vrai, elle a un mari, elle l'aime de tout son être et il n'y a pas de problème. C'est juste qu'elle, à mon avis, a un vécu avec les hommes qui est juste exécrable et que forcément, à un moment donné, bah, quand vous rencontrez plus d'hommes exécrables que d'hommes bien, vous pouvez pas les apprécier outre mesure. Mais ça, faut le comprendre. Et par contre, il y a des choses très justes. Je rentrerai pas dans le détail, mais en fait, ce qui m'a étonnée, c'est que beaucoup l'ont pas aimé parce qu'ils trouvaient qu'elle allait trop loin. Sauf que bah, ce qu'elle écrit là-dedans, imaginez si c'était un homme qui écrivait ça sur des femmes. Là, je pense que ça ferait scandale. C'est ça aussi qu'elle a voulu montrer, je pense, dans cet essai, et c'est hyper bien fait. Franchement, j'ai bien aimé. D'autant quand on sait qu'on a failli être menacé d'interdiction parce qu'un pauvre crétin a juste vu le titre, un député a vu le titre et a voulu le faire interdire. C'est juste ça. Ou un secrétaire d'État, je sais plus. Enfin bref, quelqu'un de là ou quoi. Bref, passons à... Ouais, on va faire plus... Je sais pas dans quel ordre. Oh allez, dans l'émotion, allez. Bel abîme de Yamen Manaï que je rencontrerai bientôt. Dans même pas 2 mois. Oh my god, j'ai trop hâte. Aux éditions Elisade. En fait, on suit un garçon qui est arrêté, il est en prison. Et on va suivre son parcours justement, de comment il en est arrivé là. Et en fait, il a tué des policiers, il a tué des gens en fait, pour venger Bella. Bella, on ne sait pas qui c'est. Je sais pas si je peux le dire. Ouais, si je peux peut-être le dire si. Bref, pour venger Bella, Bella c'était l'être qu'il aimait le plus au monde, qui l'accompagnait tout le temps, qui lui avait donné une raison de vivre en fait, parce qu'il vit, donc on est en Tunisie, et il vivait dans une famille où son père le méprisait totalement, sa mère l'aimait peut-être, mais elle était tellement soumise à son père qu'elle faisait rien pour que les choses s'arrangent, et en fait il s'est fait manipuler par son père. Et du coup, j'avoue, j'ai découvert des choses dans ce livre qui m'ont bouleversée parce que, par exemple, il est question des chiens errants qu'on abat en Tunisie. Je ne connaissais pas ça, je ne savais pas que ça existait. Quand je l'ai lu, je me dis c'est tellement vrai en fait. Enfin, dans l'écriture de l'auteur, on sentait tellement cette vérité. Je me dis c'est pas possible, ils ont pas fait ça. Bah si. En Tunisie, ils ont rien trouvé de mieux à faire que de tuer les chiens errants, les animaux errants même, surtout les chiens errants, en attendant de trouver une autre solution. Je ne sais plus pour quel... Ouais, parce qu'ils ont considéré que la rage se propageait au peuple par rapport à ce qui s'est passé dans l'histoire, ce qu'on sait. Ça m'a choquée. J'ai été choquée, j'étais estomaquée. Après ma lecture, je me suis renseignée, j'ai fait des recherches. Enfin, des recherches. J'avoue qu'elles sont pas poussées, honnêtement. J'ai juste vu les articles de presse, ça m'a suffi, j'ai pas eu besoin d'en lire plus. Je sais que j'en ai parlé avec mes proches qui étaient en mode non, mais ça c'était il y a longtemps. Non, non, ça date de 2020-2021 et c'était encore là. Enfin, pardon, comment tu peux t'en prendre à des animaux? Et justement, c'est pour ça que ce personnage. Voilà, j'arrive même pas à trouver les mots, je n'ai toujours pas écrit de chronique là-dessus parce qu'il est juste bouleversant. C'est le 3e roman que je lis de cette maison d'édition et je vais les suivre de très près parce que à chaque fois j'en sors mais effarée, voilà, effarée, bouleversée. Là en l'occurrence en colère, plus de colère qui m'est revenue parce que je me dis, ce gamin s'est vengé, certes, c'est illégal, mais quand des politiques font des lois pour prendre des vies, qu'elles soient animales ou humaines, peu importe, c'est pas la question. Ça reste des vies, non. Non, tu tues pas des animaux juste parce que t'as pas d'autre solution, parce que tu veux pas que le peuple se retourne contre toi, parce qu'il y a des questions de politique aussi. Et le gamin l'a très bien perçu, et la façon dont c'est écrit, on le perçoit aussi. On a la même colère que ce gamin, et on se dit, mais ce gamin pouvait pas finir autrement en fait. C'était pas possible, rien n'a été fait pour aider ce gamin, pour le rendre heureux. Sa seule source de bonheur, on l'en a privé. Enfin, comment voulez-vous qu'il réagisse autrement, en plus adolescent quoi? Et il y a des passages d'une beauté absolue. Et je vais rencontrer l'auteur et yes.
Et il a écrit un autre livre que j'ai lu de lui, qu'on m'avait prêté, La marche de l'incertitude de Si. Je pense que je vais me le racheter du coup, parce que... Enfin, me l'acheter, parce qu'on me l'avait prêté. Mais je pense que je vais me les collectionner, ces les romans, parce que... Passons à un autre moment d'émotion. Liliem, à l'ombre de nos secrets aux éditions Milady. On suit Julien aux prémices de la Seconde Guerre mondiale. Et en fait, les soldats allemands vont élire domicile chez lui, dans la Jalle. À ce moment-là, il a 19 ans. Et en fait, parmi ces soldats, il va rencontrer Heinrich Engel, je crois. Engel. À la blondeur immaculée, aux yeux bleus, je me souviens bien. Enfin bref, le soldat allemand qu'on imagine, quoi. Et bien sûr, il va y avoir une romance entre eux, parce qu'on est dans de la romance homosexuelle. Mais, je vous rappelle qu'on est dans la Seconde Guerre mondiale, que l'homosexualité, bien évidemment, à cette époque-là est déjà proscrite, mais alors dans ces temps-là, encore plus. Julien, en plus, est juif de naissance. Tout ça cumulé. Bon, dans une période historique très dure, en sachant que lui est juif, que Engel est un militaire allemand, un caporal, je crois que c'est caporal. Imaginez tout ça, et ce livre, j'ai mis 1 an et demi à le lire. C'est vous dire comme il est très intense en termes d'émotion, en termes de... Enfin, les personnages sont hyper creusés, hyper détaillés, hyper... Voilà, on sent que tous les deux, ils ont ce quelque chose, ce vécu énorme, que ce soit du point... Enfin, l'histoire que du point de vue de Julien, mais on sent très vite que Engel, il y a un truc aussi de son côté, que oui, certes, il est allemand, et qu'il est soldat en prime de l'armée allemande, mais qu'il ne cautionne pas ce qui se passe. On le sait. De toute façon, je crois que ça ne cache pas grand-chose dans la 4e de couve. Voilà, c'est marqué dans la 4e de couverture. En fait, Engel ne cautionne pas du tout ce qui s'y passe. Il a intégré l'armée pour retrouver ses parents, en fait. Sauf qu'il se fait pas d'illusions. Et quand il rencontre Julien, voilà, les étincelles sont là. Sauf que comment gérer une relation potentiellement amoureuse avec quelqu'un qui rejette son homosexualité, l'autre qui l'accepte mais qui sait qu'il peut pas la vivre comme il veut, dans une époque qui ne tolère pas non plus. Je vous laisse imaginer les galères face auxquelles ils se retrouvent, et surtout on parle de la résistance, on parle pas seulement de leur relation. C'est ça que j'ai bien aimé, c'est que tout est imbriqué, aussi bien l'histoire, la relation amoureuse que la guerre, que tout est tellement lié les uns aux autres qu'on peut rien séparer en fait. C'est vraiment un nœud total, et de là vous partez partout. Voilà. Et j'ai adoré les personnages secondaires hyper travaillés. J'adore dans les romans quand les auteurs se contentent pas de mettre un personnage secondaire pour dire qu'il y en ait un, qui se disent ce personnage aura son importance comme les autres. Et on me l'avait recommandé une puissance 1000, et je vous assure que j'ai mis du temps à le lire parce que émotionnellement, comme je l'ai dit, il est hyper intense. Vous pouvez pas le lire d'une traite, c'est pas possible. C'est impossible. Et moi, à un moment donné, comme j'allais mal, je me dis, je vais pas lire ça en plus, c'est pas possible. Et plus j'avançais, il y a des moments j'ai cru que j'allais pleurer, il y a des moments je tremblais. En même temps, j'étais à fond dedans, en même temps, je me disais non, mais faut que tu te poses parce que psychologiquement, il est dur, il est très dur comme livre. On vous cache rien. Je pense même que l'autrice a dû même peut-être un peu, je vais pas dire se censurer, mais pas aller aussi loin qu'elle l'aurait peut-être pensé, peut-être. Mais tant mieux, parce qu'on en a déjà bien assez. On vous parle quand même des camps. Des camps par rapport aux résistants, c'est mentionné. J'ai beaucoup aimé la pudeur des personnages. Il y a énormément de pudeur. La relation entre Julien et Engel est à l'image de la guerre en fait. Elle est pleine de je t'aime mais en même temps je peux pas. Du coup ça se ressent dans leurs gestes, dans leurs mots, dans la difficulté de vivre leur relation, mais une claque, voilà. J'en ai un autre d'elle, je le lirai aussi. Je pense que je vais me les acheter tous en fait, parce que... Ouah, voilà. Passons à quelque chose d'un peu plus léger avant de retourner dans l'émotion, si vous voulez bien. Kellyanne Ravencroft, Jean tome 1, l'héritier des sables. C'est de la fantaisie homosexuelle. Je dirais même plus que ça, personnellement. On suit en fait, on est dans un monde inventé qui s'appelle un royaume qui s'appelle Alberial. En fait, le prince Célan, pour conserver sa position, est obligé de comment dirais-je,
il doit succéder à sa mère, mais en fait personne ne le veut. Donc il va proposer de prendre un époux, il a une silhouette androgyne, totalement androgyne, à tel point qu'on le prend pour une femme par moment. Je dis c'est pas grave, moi je veux bien prendre le rôle juste de reine, moi c'est tout ce qui m'intéresse. L'aspect militaire ne m'intéresse pas du tout. Donc il propose ça, alors les conseillers ça les embête un peu, mais ils vont se dire oui on va faire comme ça avec un tournoi, et puis à la fin du tournoi, celui qui reste debout, il sera roi. Sauf qu'ils savaient pas sur qui ils allaient tomber. Ils tombent sur un jeune homme qui s'appelle Idriss, très mystérieux, il a toujours un masque comme ça, qui a l'effigie de ça en fait. Et en fait, c'est comme ça qu'ils vont se rencontrer le jour de leur mariage. Ils vont avoir un voile et tout ça, enfin bref. Très mystérieux ce personnage. Dès son entrée en matière, il dit toi je t'aime. Et pourtant ils ont rien à voir l'un avec l'autre, il est assez lent, très souriant, très... Il doute de lui certes, mais il est très souriant, il se montre toujours très avenant, très beau, très... Puis il y a ce côté un peu, je vais pas dire enfantin, mais il y a cette petite malice qui me plaît bien chez lui. Il y a un truc, je sais pas, il dégage un charisme qui me plaît beaucoup, mais très rafraîchissant. Et à côté, vous avez Idriss, très mystérieux, on sait rien de lui, un masque imperturbable. Pas parce qu'il porte un masque, mais même dans ses expressions du visage, on sait que ses expressions sont calculées, on le sait, on le devine. Et en fait, dès le début, rien qu'à la réaction du grand conseil, on se dit ah, il y a un truc avec ce personnage. Ça va être bon, ce livre va être bon, rien qu'à ça, on le sait. Et ce que j'ai aimé par-dessus tout dans ce livre, outre le mariage imposé, enfin certes il est imposé, mais j'ai beaucoup aimé le respect d'Idriss vis-à-vis de Ceylan. J'ai beaucoup aimé surtout, je pense qu'il y a beaucoup de lecteurs qui rêvent de ça, et sachez que si vous en rêvez ce genre de scène, il y a ça là-dedans. C'est la première fois que j'en lis une scène où il est question de consentement, et que le consentement est vraiment primordial dedans. Je veux dire, est-ce que je peux le dire? J'en sais rien. Enfin bref, tout est que ça m'a fait un plaisir fou de lire cette scène. De voir le respect d'Idriss, mais jusqu'où il va pour le respect. C'est hallucinant. Idriss est juste un personnage hyper intéressant, extrêmement bien construit. On sent que l'autrice a fait énormément de recherches pour respecter les cultures orientales, asiatiques. On sent qu'elle a fait énormément de recherches parce que c'est hyper bien fait. Et j'ai beaucoup aimé découvrir aussi l'envers du décor parce que tout au long du livre, on fait une image des personnages, il y a des rebondissements, on se dit ah, j'avais un peu loupé ça, et on se prend une claque, mais une claque, et on se dit oh, ça promet pour les tomes 2 et 3. C'est juste mais énorme, j'ai l'impression d'oublier de dire plein de choses. Il y a un personnage qui arrive en cours de route, mais je me dis mais toi, j'espère que tu auras un rôle encore plus important par la suite parce que je t'aime beaucoup. Et des personnages avec autant de charisme et qu'on aime à la première seconde où ils apparaissent dans le roman, c'est démon quoi. Et j'adore l'idée justement d'avoir fait de Ceylan une reine et que à un moment donné il dit clairement qu'on parle de moi au féminin ou au masculin, je m'en fous. J'accepte les deux parce qu'il est les deux. Et du coup le fait qu'on parle de non-binaire, parce qu'il est non-binaire pour moi, de mon point de vue il est non-binaire. Il est même pas forcément homosexuel, je pense qu'il est même bisexuel ou pansexuel, j'en sais rien, mais en fait justement j'ai bien aimé que ce personnage représente le fait qu'on devrait même pas mettre un nom sur une orientation sexuelle, tout simplement. Lui il a dit les choses se passeront comme elles se passeront, et c'est tout. Et c'est fait plaisir, merci Kéliane, je t'aime beaucoup, et si tu regardes cette vidéo, merci encore d'avoir pensé à moi, parce que c'est pas un service presse, je le dis d'office, mais elle me l'a dédicacé, avec le surnom que me donne ma meilleure amie. Ça m'a fait plaisir, ça m'a beaucoup touchée, et voilà, c'était mon cadeau de Noël en plus. Voilà, je suis en mode in love total, vivement la suite. Et le dernier, je sais absolument pas comment je vais vous en parler, mais absolument pas. La douceur de nos champs de bataille de Yi Yun Lee, pardon, aux éditions Belfond. J'en perds mes mots déjà. En fait, l'autrice a perdu un enfant qui s'est suicidé. Ouais, on plombe l'ambiance d'un coup. Et en fait, elle s'est imaginée discuter encore avec lui après sa mort. C'est le but de ce livre. Moi, je l'ai acheté parce que ça me rendait curieuse. Moi, ce thème-là, en fait, du suicide, c'est un thème qui me touche particulièrement. Ayant perdu quelqu'un de cette manière-là aussi. Comment je vais parler de ce livre? En plus, je crois que c'était à peu près au même âge. Elle avait à peu près le même âge que gamin quand elle a fait ce geste-là. Tout est que ce livre me...
Et je suis très étonnée en fait parce que la discussion qu'elle a avec son fils, qu'elle imagine en tout cas avoir avec son fils, on ne sait pas déjà si c'est vraiment les mots qu'aurait eu son fils ou si c'est les siens. Vous voyez ce que je veux dire? Une discussion avec elle-même en fait, mais avec la représentation de son fils. Ou si c'est vraiment ce que son fils lui aurait répondu. Mais par des petits passages, des pensées qu'elle a, on se rend compte que son fils était probablement un surdoué. Quelqu'un qui avait un amour des mots énorme, un perfectionniste total, qui adorait faire les gâteaux. Alors j'aurais adoré goûter ces gâteaux parce qu'apparemment c'était à la perfection aussi. Il dessinait et ce que j'ai beaucoup aimé dans le livre, c'est qu'elle s'appesantit pas sur le fait qu'il se soit suicidé en fait. Elle continue à discuter avec lui comme ça, comme si de rien n'était, comme s'il est toujours là entre guillemets, mais elle sait qu'il est plus là. Je veux dire, à des moments on nous rappelle, il est plus là. Je le sais qu'il est plus là, je pleure, je ressens des choses et qu'est-ce que j'ai loupé? Et en même temps, comme elle-même a failli avoir ce geste, bah, elle le comprend. Et c'est ce que j'ai ressenti tout le long du livre, c'est le fait qu'elle en veut pas à son fils, qu'elle s'en veut, elle s'en veut sans s'en vouloir en fait. Et du coup, ce livre, c'est dingue que sans employer certains mots, qui pourtant pourraient être employés d'office dedans, bah non, elle les emploie pas et en fait ça vous met une claque totale et vous dites mais wow. Parce que les discussions sont beaucoup autour de la littérature, de l'art. Le gamin répond avec beaucoup d'impertinence à sa mère par moments, et des choses qu'il lui a déjà dites en plus apparemment. Et à des moments il parle des adjectifs, des substantifs, en quoi c'est nécessaire ou pas nécessaire, encore avec tes trucs. J'ai adoré parce qu'à des moments... En fait, ça pourrait porter à sourire ou à rire si le personnage était vivant. Mais on sait qu'il est mort. Et c'est en ça que ça change tout. Et, et du coup, j'arrive pas à trouver les mots. Je l'ai lu hier et quand je l'ai fini, je suis restée à rien faire et j'ai été sur l'ordi. En fait, je voulais en parler à ma mère, mais elle avait plus de téléphone ni d'internet. Du coup, je pouvais pas la contacter. J'ai été du coup sur mon ordi, sur mon groupe de lecture en disant mais en fait, voilà. J'en ai parlé à mon groupe de lecture, j'ai envoyé un truc à ma libraire et j'ai pas pu faire autre chose quoi. J'en perds mes mots. Si quelqu'un l'a lu, dites-moi un peu ce qui vous a évoqué ce livre. Je sais pas comment le dire autrement. Voilà. Je sais pas quoi dire d'autre. Je pense que c'est le livre que c'est pas j'aime ou j'aime pas, c'est juste t'es sensible ou tu l'es pas. Je pense que c'est juste ça. Voilà, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais vous en tourner une encore juste là. Et je vous dis à très bientôt. Salut!